Abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo, car nous aide énormément à continuer ce travail. 2 semaines, 14 jours de bombardements incessants, des dizaines de dirigeants iraniens éliminent, une marine coulée, une aviation décimée. Et pourtant, l'Iran est toujours debout. Voilà la question que personne ne veut vraiment poser à voix haute. Pas à Washington, pas à Jérusalem, et certainement pas dans les studios télévision qui célèbrent chaque frappe aérienne comme si c'était le coup de grâce final. Qui est en train de gagner la guerre contre l'Iran? Parce que sur le papier, la réponse semble évidente. La coalition américano-israélienne domine les airs. Elle frappe ce qu'elle veut, quand elle veut, avec ce qu'elle veut. Les pertes américaines sont inférieures à 10 soldats. Les pertes israéliennes, 2 militaires et 16 civils reconnus. Trump a déjà déclaré la victoire en direct devant les caméras. Les bombardiers lourds américains survolent le territoire iranien en toute impunité. Sur le plan tactique, c'est une démonstration de puissance militaire sans précédent. Mais la tactique n'est pas la stratégie. Et les batailles ne sont pas la guerre. Parce que pendant que Washington et Jérusalem comptent leur succès militaire, l'Iran tient toujours. Le régime islamique n'est pas en train de s'effondrer. Le nouveau guide suprême est plus dur que son père ne l'a jamais été. Le détroit d'Ormuz est ferme. Les prix de l'énergie mondiaux ont explosé. Et les renseignements américains viennent de conclure, officiellement, que le régime iranien n'est pas en danger de collapse. Alors vraiment, qui gagne cette guerre? C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Avec les faits, avec les arguments des deux côtés, et sans chercher à flatter qui que ce soit. Commençons par le côté où l'argument semble le plus solide, la coalition américano-israélienne. Les chiffres militaires sont impressionnants. Des dizaines de dirigeants iraniens éliminent, dont l'ayatollah Khamenei lui-même. Des milliers de soldats et de personnels paramilitaires tuent. Une large partie de la marine iranienne envoyée par le fond. La majorité de la puissance aérienne iranienne détruite. Une portion importante de l'infrastructure militaire iranienne dévastée ou gravement endommagée. Et une suprématie aérienne si totale que des bombardiers lourds américains peuvent désormais traverser l'espace aérien iranien sans aucune opposition sérieuse. Sur le plan purement militaire, c'est écrasant. Mais voici le problème fondamental que tout stratège militaire sérieux vous dira. La guerre n'est pas un concours de destruction. Ce n'est pas une compétition où le camp qui inflige le plus de dégâts repart avec un trophée. La guerre est un moyen d'atteindre un objectif. On entre en guerre parce qu'on veut quelque chose. Et on n'a gagne que quand on a obtenu ce qu'on est venu chercher. Alors qu'est-ce que la coalition est venue chercher? La destruction du régime iranien. L'élimination de toute menace iranienne contre Israël et le Moyen-Orient, la fin du programme nucléaire iranien, un Iran dirigé par des leaders qui ne représenteront plus jamais une menace pour leurs voisins ou pour l'Occident. Et sur ces objectifs-là, après 2 semaines de bombardements intensifs, où en est-on? Pas beaucoup plus presque au premier jour. Regardons le dossier du changement de régime, qui est peut-être l'objectif central de toute cette opération. L'ancien guide suprême a été éliminé. Son cercle intérieur a été décime. Une large proportion de ses alliés, à travers tout l'appareil du régime, a été tuée. C'est une réussite tactique extraordinaire. Mais le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, n'est pas en train de modérer sa position. Il est au contraire plus intransigeant que son père ne l'a jamais été. Il a été directement installé par les gardiens de la Révolution, la faction la plus idéologiquement opposée aux États-Unis et à Israël dans tout le pays. Ce n'est pas une transition vers un Iran plus coopératif, c'est le durcissement d'un régime qui se sait en guerre existentielle. La coalition dispose encore de leviers théoriques. Elle pourrait éliminer Mojtaba Khamenei et son successeur et celui d'après encore, jusqu'à trouver un leader plus accommodant. Mais Trump lui-même a admis que la plupart des candidats potentiels à ce rôle ont été tués dans les premières frappes. Le banc des remplaçants coopératifs est vide. Il y avait au début du conflit des espérances d'un soulèvement populaire. Israël en particulier avait bombardé les installations de police et de sécurité intérieure, distribue des armes et de petites drones, et pose les bases d'une insurrection. Mais ce soulèvement n'a pas eu lieu, en partie parce que la destruction n'a pas été suffisamment extensive pour que les Iraniens risquent de se lever contre leurs dirigeants, en partie parce que Netanyahou avait appelé à une révolte populaire bien avant que les conditions soient réunies pour la soutenir.
Les appels à l'insurrection sans les conditions qui la rendent impossible ne produisent pas de révolution. Ils produisent des martyrs et de la méfiance. Et les renseignements américains en tirent leurs conclusions. Après presque 2 semaines de bombardements, le régime iranien n'est pas en danger d'effondrement. Pendant ce temps, la coalition n'a pas réussi à stopper les attaques iraniennes qui comptent le plus stratégiquement. Les frappes de missiles et surtout de drones contre des actifs économiques et infrastructurels critiques dans l'ensemble du Moyen-Orient continuent. L'Iran a infligé des dommages sévères aux raffineries et installations de gaz naturel en Arabie Saoudite, au Qatar et à Oman. Il a réussi à fermer le détroit d'Ormuz, les navires refusant massivement de s'aventurer dans le passage. Les prix de l'énergie mondiaux ont flambé. Et en moins de 2 semaines, l'Iran a forcé le monde à libérer 400 millions de barils de pétrole de ses réserves stratégiques, la plus grande intervention de marche de l'histoire de l'énergie mondiale, pour éviter une panique économique complète. La coalition n'a pas pu éliminer les stocks bien cachés de drones longue portée qui ont rendu tout cela possible. Ce qui signifie que l'Iran peut continuer à menacer la région, paralyser le commerce mondial et étrangler les marchés énergétiques, peu importe l'ampleur des destructions qu'il a absorbées. Et sur le front intérieur américain, quelque chose d'important est en train de se passer. Les derniers sondages d'opinion montrent qu'une majorité d'Américains désapprouvent maintenant cette guerre. Internationalement, le président français Macron a dit lors d'un appel vidéo du G7 que personne ne peut dire ce que Trump veut réellement obtenir de ce conflit. Et selon des sources israéliennes, Jérusalem lui-même se prépare à l'éventualité que les États-Unis pourraient soudainement se retirer du conflit sans avoir atteint d'autres objectifs. Dans ce cas, Israël serait probablement contraint de réduire ses propres opérations. La question qui se pose alors est la suivante. Si les États-Unis se retirent dans les prochaines semaines et que la situation ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce une victoire? Tournons-nous maintenant vers l'Iran. Et soyons clairs sur un point d'emblée. L'Iran se fait écraser militairement. Son leadership d'avant-guerre a été anéanti. Son armée a été dégradée. Et sa catastrophe économique déjà chronique s'est encore aggravée de façon dramatique. Mais voici ce que les analystes qui regardent uniquement les pertes militaires ratent complètement. L'Iran et la coalition ne jouent pas le même jeu. La coalition cherche à détruire quelque chose. L'Iran cherche à survivre. Et sur cet objectif-là, l'objectif de survie pure, la République islamique est toujours debout. Après 2 semaines de la campagne de bombardement la plus intensive que la région ait connue depuis des décennies, le drapeau iranien flotte toujours sur Téhéran. Si on évalue l'Iran selon les standards de victoire de la coalition, c'est un désastre absolu. Mais l'Iran n'est pas évalué selon ces standards-là. Il est évalué selon les siens. Et son standard est simple. Exister encore demain. La stratégie iranienne reposait sur une théorie de la guerre que beaucoup avaient sous-estimée. Les missiles, les drones et les mines marines iraniens ont réellement forcé la fermeture du détroit d'Ormuz. Ils ont réellement permis à l'Iran de prendre en otage l'économie mondiale, prendre des coups dévastateurs et continuer à maintenir cette capacité de nuisance stratégique. C'est exactement ce que la doctrine militaire iranienne avait prévu. Mais l'Iran fait face à un problème critique qui va s'aggraver avec le temps. Parce que son objectif est de préserver quelque chose plutôt que de vaincre quelque chose, l'Iran ne peut réellement gagner que quand le conflit prend fin. Et la coalition détruit progressivement la capacité iranienne à imposer les coups qui convaincraient cette coalition de s'arrêter. Chaque missile tire révèle une position de lancement. Chaque drone épuise un stock fini. Chaque frappe expose une infrastructure qui peut être localisée, ciblée et détruite. Plus l'Iran utilise ses armes, plus il compromet les capacités qui lui restent. Et l'Iran a un nombre fini de missiles, un nombre fini de drones, un nombre fini de lanceurs, sans mentionner les personnels formes pour les utiliser. La stratégie iranienne fonctionne mieux quand ses capacités militaires sont utilisées comme une menace, pas comme un outil de destruction systématique. Si la guerre se terminait demain avec des stocks iraniens encore intacts, l'Iran pourrait recommencer à faire des menaces crédibles immédiatement. Mais plus la guerre dure, plus ces stocks s'épuisent, et plus cette capacité de menace s'évapore. Les États du Golfe, qui se sentent trahis par la décision américano-israélienne de mettre en danger la stabilité régionale, ont fait passer un message clair.
Si vous commencez cette guerre, finissez le travail. Parce que si l'Iran survit avec un gouvernement encore plus extrémiste, la prochaine vague de menaces sera bien pire que tout ce qu'on a connu jusqu'ici. Et c'est là que nous arrivons à la question la plus dangereuse de tout ce conflit, celle que les dirigeants américains et israéliens ne veulent pas vraiment poser publiquement. Est-ce que cette guerre est en train de devenir une guerre sans fin possible? Regardons la mécanique de la situation actuelle. La coalition ne peut pas se retirer pendant que la République islamique est encore en place. Pas sans valider l'intégralité de l'approche géopolitique iranienne, sans laisser le pays entre les mains d'un leadership encore plus dangereux et sans envoyer un message dévastateur à tous les acteurs régionaux qui observent, vous pouvez résister à la puissance américaine et survivre. Les implications pour les ambitions nucléaires iraniennes seraient catastrophiques. Si des armes conventionnelles peuvent causer ce niveau de chaos économique mondial, imaginez ce qu'une capacité nucléaire ajouterait à cette équation. Mais la République islamique ne peut pas non plus capituler, parce que son objectif central est la survie. Capituler sous quelque condition que ce soit est la seule chose qu'elle ne peut absolument pas faire. Les deux camps ont perdu accès à une partie des outils qu'ils pensaient pouvoir utiliser pour emporter la décision. L'Iran épuise ses missiles, ses drones et ses lanceurs, et a déjà épuisé la tolérance du monde arabe. Mais la coalition semble avoir manqué sa chance de provoquer une révolution populaire, de lancer une offensive kurde surprise, ou d'installer un leader iranien coopératif présélectionne. Trump lui-même a articulé cette impasse avec une franchise inhabituelle en disant « Nous avons déjà gagné sur de nombreux points, mais nous n'avons pas encore assez gagné ». Cette phrase résumerait la situation mieux que n'importe quelle analyse stratège. Ce n'est pas une situation qui appelle une solution simple. Ce n'est pas une situation qui permet à l'un ou l'autre camp de se retirer et de revendiquer la victoire en ignorant les réalités sur le terrain. C'est la recette d'une guerre beaucoup plus longue et beaucoup plus difficile à résoudre que quiconque ne l'avait pari au départ. Une guerre où ni la coalition ni l'Iran ne sont prêtes à gagner véritablement. Une guerre où, au bout du compte, tout le monde risque de perdre. Et la question de qui gagne la guerre contre l'Iran reste, pour l'instant, sans réponse claire. Ce qui, en soi, devrait nous inquiéter profondément.